Et si la chute de 70 hommes dans une forêt reculée pouvait bouleverser le destin d'un continent tout entier? Au cœur du Burkina Faso, Copena n'est pas seulement le décor d'une opération militaire éclipsée des regards, c'est la source d'un séisme silencieux, dont les répercussions pourraient redéfinir l'Afrique pour des générations. Dans l'obscurité dense de la nuit, 3 unités d'élite ont lancé une attaque éclair. 70 djihadistes, symboles de la terreur sahélienne, ont été anéantis. Mais derrière ce nombre, c'est un signal fort qui jaillit: la reconquête par un peuple trop longtemps relégué à l'impuissance de sa souveraineté et de son identité. Pour la première fois, une victoire nette n'a pas été dictée par des puissances étrangères ou ternie par des intérêts obscurs. Les Burkinabés, unis et résolus, ont arraché leur avenir au prix du sang et du courage. Ce triomphe dépasse le seul champ de bataille. Il incarne le réveil d'une nation, la résistance d'un peuple et l'aube d'une indépendance qui ne s'arrête plus aux mots. Au centre de ce renouveau, un homme s'impose, le capitaine Ibrahim Traoré. Jeune, magnétique, il incarne le rêve d'une Afrique qui n'attend plus l'aval d'autrui pour défendre sa dignité. Son appel à la liberté résonne comme une exigence. Désormais, la dignité africaine ne se négocie plus. À Copena, c'est un bras de fer avec l'histoire qui s'est jouée, une rupture qui fascine autant qu'elle trouble. Tourner le dos à cet événement, c'est ignorer un tournant crucial pour l'Afrique. C'est refuser de voir la possibilité de briser les récits imposés, de regagner le pouvoir sur son destin et de bouleverser l'équilibre mondial. Alors Copena, simple affrontement ou point de départ d'un mouvement irréversible. Pour saisir l'ampleur de ce qui s'est tramé cette nuit-là, pénétrons ensemble dans les coulisses de cette opération capitale. Mais comment une telle victoire a-t-elle pu émerger, loin des regards et des influences étrangères? Pour comprendre, il faut revenir sur les origines de la menace et la montée des tensions à Copena. Avant Copena, l'avenir du Burkina Faso semblait suspendu à un fil. Chaque jour apportait son cortège de mauvaises nouvelles. Attaques surprises, villages encerclés, familles déplacées. Dans toutes les provinces, la peur dominait les conversations du soir, et la nuit appartenait à l'incertitude. Pour saisir la profondeur de cette peur, imaginez un village comme Dablo, dans le nord du pays, où, au fil des mois, les écoles se vidaient, les marchés se fermaient un an plus tôt, et les familles s'organisaient pour fuir à la moindre alerte. Les échos de tirs lointains devenaient pas le fond sonore de la vie quotidienne. Au cœur du Sahel, le Burkina Faso était devenu la proie favorite des groupes djihadistes. Ces factions franchissaient sans peine des frontières trop vastes à surveiller. Aller au marché, cultiver un champ ou simplement se déplacer représentait déjà un pari dangereux. Les campagnes, délaissées par l'État, voyaient leurs écoles fermées, leurs places se vider et l'angoisse gagner chaque foyer. Prenons l'exemple de la région de l'Est, où, entre 2018 et 2021, plus de 50 écoles ont fermé, privant des milliers d'enfants d'accès à l'éducation. Les familles, contraintes à l'exode, s'entassaient dans des camps précaires, cherchant un semblant de sécurité. Face à cette violence rampante, l'armée burkinabé paraissait impuissante. Ses équipements étaient vieillissants, ses effectifs sous pression, ses alliances dictées par des intérêts extérieurs. Les partenaires étrangers imposaient dans leurs conditions, et chaque soutien semblait n'être qu'un pansement posé sur une plaie béante. À chaque embuscade, la population se demandait si l'État tiendrait encore un jour de plus. Historiquement, cette dépendance n'est pas nouvelle. Rappelons-nous de l'opération Barkhane, menée par la France au Sahel, qui, malgré ses moyens considérables, n'a jamais réussi à éradiquer la menace. Cela rappelle la guerre d'Algérie, où l'implication étrangère a longtemps empêché la population locale de s'approprier véritablement le combat. Puis un visage nouveau est apparu, le capitaine Ibrahim Traoré. À peine trentenaire, sa détermination tranchait avec la résignation ambiante. Lui promettait la rupture avec la dépendance et réaffirmait haut et fort que la souveraineté ne se négocie pas. Le peuple, lassé des promesses creuses, s'est surpris à espérer. Cette fois, le destin du Burkina Faso devait se décider sur sa propre terre, par la volonté de ses propres enfants. Pourtant, le danger n'a pas disparu d'un coup de baguette magique. L'effondrement menaçait toujours, et le pays pouvait sombrer à tout moment dans une spirale irréversible. La souveraineté restait un horizon fragile, souvent invoqué mais rarement incarné. Sur le terrain, la réalité semblait contredire chaque discours d'espoir. Imaginez la scène. Dans un petit village du Nord, des familles écoutent à la radio les discours rassurants du gouvernement alors que, dehors, des miliciens installent des barrages sur la route. Entre la parole et la réalité, le fossé semblait infranchissable, jusqu'au matin de Copena. Ce jour-là, la peur a changé de camp.
La stratégie s'est inversée et l'histoire du Burkina Faso a basculé. Mais que s'est-il vraiment passé à Copena? Derrière la victoire apparente, un bouleversement plus profond s'est enclenché. Dans la forêt d'Anifa, ce n'est pas juste une embuscade, c'est un renversement total du rapport de force. Là où les djihadistes faisaient encore la loi, l'opération Copena va tout bouleverser. 3 unités d'élite, la Ghost Unit, BR-7 et la Force Attack Team, pénètrent à l'aube entre les troncs noueux. Elles avancent en silence, coordonnées par des drones ISR qui scrutent la canopée, repérant chaque pas, chaque cachette. L'étau se referme en plusieurs vagues. Chaque équipe encercle méthodiquement les positions ennemies, coupant toutes les issues. Ce n'est pas un assaut classique, mais une manœuvre chirurgicale. La progression se fait mètre par mètre, portée par une connaissance fine du terrain et une discipline retrouvée. Ghost Unit infiltre, BR-7 verrouille l'Est, Force Attack Team déboule du Nord. Les drones révèlent la moindre faille, la forêt jadis imprenable devient un piège mortel pour les djihadistes. Pour donner une idée concrète, la Ghost Unit, composée d'une 30aine de soldats expérimentés, a dû progresser sous un couvert végétal si dense que la lumière du jour ne perçait qu'à peine. La communication entre les unités se faisait par signaux lumineux, pour éviter tout bruit susceptible d'alerter l'ennemi. Le terrain, autrefois hostile, est abandonné pas à pas par les groupes armés. Les pertes ennemies sont lourdes. Mais ce qui frappe les soldats burkinabés, c'est la jeunesse des combattants capturés. Beaucoup n'ont pas 20 ans. Manipulés, trompés, certains n'ont connu que la guerre. Cette réalité bouleverse. La violence se nourrit d'innocences sacrifiées. C'est un phénomène tristement courant dans les conflits modernes. Comme en Sierra Leone dans les années 90, où des enfants soldats étaient recrutés de force, le Sahel voit fleurir une génération qui n'a connu que la guerre. À Copena, certains prisonniers racontent qu'ils avaient été enlevés dans leur village à 12 ou 13 ans, endoctrinés Tianarant puis entraînés dans un engrenage de violence. Mais désormais, Copena ne se résume plus à un sanctuaire insurgé. La forêt devient un symbole. Le drapeau burkinabé flotte à nouveau là où régnait la peur. Ce retournement est profond. Il ne s'agit plus seulement de chasser l'ennemi, mais de reconquérir une dignité volée. L'opération, d'abord mission militaire, incarne la libération. Les effets sont immédiats. Dans les villages voisins, les habitants osent sortir, se rassembler, parler à voix haute. L'armée n'apporte pas seulement la sécurité. Elle ravive la confiance, la fierté, le sentiment d'appartenance. Pour la première fois depuis longtemps, la nation relève la tête, maîtresse de son destin. À Boussé, village situé à quelques kilomètres de la forêt, les marchés rouvrent, les enfants retournent à l'école et les anciens réinstallent la grande case à palabres au centre du village. Les femmes, longtemps cloîtrées, reprennent le chemin des puits et des champs. L'enjeu était immense. Un échec aurait signifié l'enlisement et renforcé la dépendance envers les forces étrangères. Mais Copena prouve que la souveraineté n'est pas un slogan, c'est une action, un risque, un pari sur soi-même. Ce qui s'est joué à Anifa dépasse la victoire militaire. C'est le début d'une bascule psychologique, d'une histoire nouvelle où le peuple reprend la main sur son avenir. Mais ce succès soulève une question cruciale. La libération militaire suffit-elle à transformer durablement les vies et les mentalités? Les cicatrices de la violence peuvent-elles réellement guérir? Des exemples historiques invitent à la prudence. Après la victoire du Vietnam sur les Américains en 1975, l'indépendance fut chèrement acquise, mais la reconstruction sociale et économique demanda des décennies, et les traumatismes collectifs persistèrent longtemps. Au Rwanda, après le génocide, la réconciliation a nécessité des efforts colossaux d'éducation, de justice et d'inclusion. Et si au fond, la peur la plus profonde de certains n'était pas la victoire sur le terrorisme, mais l'éveil de l'autonomie africaine. Depuis Copena, un frisson parcourt les frontières. Ce qui s'est déroulé dans la forêt du Burkina Faso n'est plus vu comme un simple incident, mais comme un modèle susceptible de s'étendre ailleurs. Déjà, au sein de l'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, les états-majors dissèquent la doctrine Copena. Leur ambition n'est pas seulement de répéter une opération militaire, mais de comprendre comment passer d'une défense subie à une défense pensée, proactive et enracinée localement. Ce glissement est une révolution discrète. L'Afrique, longtemps privée de ses leviers sécuritaires, commence à forger ses propres réponses, à imposer sa méthode. Au Mali, par exemple, après la prise de Kidal, les forces nationales se sont inspirées de la coordination de Copena pour planifier des opérations simultanées dans plusieurs régions, combinant renseignement local, drones et mobilisation populaire. Mais la révolution va plus loin que les uniformes. Une mobilisation citoyenne a émergé.
À Copena, la frontière entre soldats et civils s'est brouillée. Les habitants nourrissent, renseignent, protègent, participent à la résistance. L'armée n'est plus une force distante. Elle devient l'ombre portée du village, de la famille, du peuple. Cette fusion déjoue tous les calculs classiques. Elle rend la bataille asymétrique, imprévisible, enracinée dans la terre. C'est une stratégie qui rappelle la guerre d'indépendance algérienne, où les maquisards ne pouvaient en survivre sans le soutien logistique et moral des villages. Ce modèle appliqué aujourd'hui au Sahel rend la tâche des groupes armés beaucoup plus difficile, car ils ne peuvent prendre plus se cacher derrière l'anonymat ou la peur. Face à cette dynamique, l'inquiétude monte dans les capitales occidentales. À Paris, à Washington, à Bruxelles, les analystes s'interrogent. Si le modèle Copena se propage, ce sera non seulement la perte d'un monopole sur les interventions, mais peut-être aussi le début d'un recul d'influence durable. Car une autonomie réelle dérange autant qu'elle fascine. Elle fait exploser le scénario où l'Afrique resterait un simple terrain d'opération, ou un pion dans de plus vastes jeux de pouvoir. Pourtant, dans les médias internationaux, c'est silence ou gêne. On parle peu de Copena, car la victoire ne rentre pas dans le récit attendu. Il n'y a pas ici d'intervention occidentale à exalter, pas de sauveur venu d'ailleurs. Seulement des hommes et des femmes du pays qui refusent d'attendre une aide lointaine et décident d'eux de se défendre seuls. Cela bouscule les récits dominants, cela pose la question de la légitimité des acteurs traditionnels. Ce qui se joue dépasse une forêt, un village, une opération. C'est la capacité de l'Afrique à reprendre la plume de son histoire, à sortir de siècles de dépendance, à choisir ses alliances, à endosser ses risques ou à rester prisonnière de schémas dictés de l'extérieur. Copena n'est pas qu'une victoire, c'est un test de résilience collective dont l'onde de choc ne fait que commencer. Mais la vraie victoire ne se limite pas au champ de bataille. Elle se construit dans la durée, au cœur des sociétés, là où l'autonomie s'apprend, là où chaque décision, chaque geste quotidien devient un acte de souveraineté. D'autres regards, plus attentifs, commencent cependant à prendre la mesure de la transformation en cours. Un nouvel équilibre s'annonce où l'imprévu n'est plus dicté de l'extérieur mais surgit du sol même de l'Afrique. La souveraineté ne se proclame pas à grands cris. Elle se bâtit pierre après pierre, réforme après réforme. Après Copena, la victoire n'a pas simplement été fêtée. Elle s'est incarnée chaque jour dans la vie des Burkinabés. Dans les zones libérées, la priorité fut de reconstruire. Des écoles, après des années de silence, ont rouvert leurs portes. Des routes, effacées par l'insécurité, ont été réhabilitées. De nouveaux centres de santé sont apparus. Ces infrastructures ne sont pas de simples bâtiments. Elles sont la preuve que la paix n'a de valeur que si elle offre un lendemain. À Titao, par exemple, les enseignants ont repris le chemin de l'école sous escorte, mais progressivement, la confiance est revenue. Les élèves, qui n'avaient pas vu un tableau noir depuis 3 ans, ont retrouvé le goût d'apprendre. Mais la reconstruction ne se limite pas au béton ou à l'asphalte. Un souffle civique inédit a traversé le pays. Les volontaires pour la défense de la patrie, désormais plus nombreux que jamais, ont vu leur rang grossir, portés par l'engagement massif des femmes et des jeunes. Du village isolé jusqu'à la capitale, chacun a choisi de participer à la défense d'un destin commun. Le front principal s'est alors déplacé. Moins sur les champs de bataille, il a pris racine dans les institutions. Une réforme administrative profonde a été lancée pour rendre l'État plus juste, plus transparent, plus efficace. C'est un travail patient, un effort collectif, nourri par une discipline nouvelle et une volonté partagée de ne plus retomber dans l'impuissance d'hier. Dans l'administration publique, des audits ont été menés pour lutter contre la corruption. Des fonctionnaires formés à la gestion moderne ont été déployés dans les provinces autrefois négligées. L'exemple du Rwanda, après 1994, montre que la transparence et la responsabilisation des agents publics sont des clés fondamentales pour reconstruire la confiance. Mais aucune victoire militaire ne garantit la stabilité pour toujours. À mesure que la paix s'installe, le danger des divisions internes grandit. Certains tentent déjà de manipuler l'élan populaire, de détourner les nouveaux acquis à leur profit ou de semer la discorde. L'histoire enseigne, c'est souvent dans l'euphorie que naissent les premières failles. Rappelons-nous du printemps arabe. Après la chute de certains régimes, l'absence de cohésion a permis à de nouveaux conflits de surgir. Le Burkina Faso n'est pas à l'abri de ces risques. La leçon est claire, la souveraineté ne s'offre pas, elle s'éprouve et se défend chaque jour. Elle exige vigilance, unité, courage, bien au-delà des victoires sur le terrain. Faute de cela, l'élan de Copena pourrait s'épuiser, et le pays redevenir vulnérable au même péril qu'autrefois. Pour éviter cet écueil, plusieurs étapes concrètes sont à suivre.
Renforcer l'éducation civique pour que chaque citoyen comprenne sa responsabilité dans la défense de la nation. Encourager l'entrepreneuriat local afin de créer des emplois et de réduire la dépendance aux aides extérieures. Promouvoir le dialogue intercommunautaire pour que la diversité soit une force et non une faiblesse. Reconstruire un pays, ce n'est pas seulement guérir ses blessures, c'est forger une conscience nouvelle, une discipline, une responsabilité partagée. Il s'agit de transformer la solidarité du temps de crise en cohésion durable, pour que l'histoire ne se répète pas. Il reste alors une question capitale pour l'avenir, une question qui s'adresse à chacun de vous. L'élan de Copenhague a ouvert une brèche dans l'histoire. Mais la suite dépendra de la capacité collective à tenir cette promesse jour après jour. Si le destin d'un continent peut basculer dans l'ombre d'une forêt, qu'est-ce qui pourrait encore vous faire douter de votre propre force? L'histoire de Copenhague dépasse l'affrontement. Elle incarne le refus d'un peuple de laisser d'autres écrire sa destinée. Quand 70 hommes sont tombés, c'est une nation qui s'est dressée, prouvant que la souveraineté n'est jamais un héritage, mais une conquête renouvelée chaque jour au prix du courage. Ce qui s'est joué à Copenhague franchit les frontières du Burkina Faso. C'est un signal pour tous. La dignité ne s'attend pas, elle se prend lorsque l'on cesse de croire que notre histoire dépendra toujours d'autrui. Chaque pays, chaque communauté, chaque individu possède en soi la force de repousser les récits imposés, de refuser que la peur ou la dépendance écrivent l'avenir. Ignorer ce moment, c'est risquer de passer à côté d'un réveil historique. Détourner le regard, c'est accepter de rester captif des vieilles chaînes, de renoncer à façonner un futur qui nous ressemble. Copenhague enseigne que la liberté exige plus que des mots. Elle réclame l'union, le courage et la conscience que chaque geste, si infime soit-il, compte dans la construction d'une souveraineté authentique. Face à la résignation, l'action. Face à la fatalité, le refus. Nul n'est forcé d'attendre qu'on lui définisse son identité. Tout commence par un choix, briser le silence, prendre la parole, non seulement pour soi, mais pour ceux qui suivront. Si une poignée d'hommes a transformé une défaite annoncée en victoire éclatante, imaginez ce que des millions de voix, éveillées et unies, pourraient en accomplir. La véritable révolution naît en chacun, au moment où l'on décide d'abandonner l'habitude de la résignation. Rien n'est écrit d'avance. Il suffit de décider, ici et maintenant, que l'histoire nous appartient aussi. Regardez autour de vous. Les équilibres vacillent, les peuples se lèvent. Le doute n'est plus permis. La seule question qui reste est celle du courage.